Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de Je C'était Podcast, un numéro dense parce qu'il y avait beaucoup d'actualités sur les circuits ATP et WTA la semaine dernière avec 5 tournois au programme. Mais cet épisode sera évidemment largement consacré au BNP Paribas European Open de Bruxelles où j'étais présente toute la semaine et qui s'est terminé dimanche avec le deuxième sacre de Félix Auger-Aliassime. Tout au long de la semaine, je vous ai proposé des interviews sur mes réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Mais c'est vrai que certains m'ont signalé le fait qu'ils n'allaient pas sur les réseaux. Donc, vous entendrez ici certaines de ces interventions. Au programme, il y aura bien entendu Félix Auger-Aliassime. On reviendra évidemment sur la magnifique semaine de Raphaël Collignon, demi-finaliste de ce tournoi de Bruxelles et qui a fait vibrer tous les supporters belges. Vous entendrez son coach, Steve Darcy, et puis Raphaël, évidemment, qui tire le bilan de sa semaine. Je vous proposerai enfin d'entendre les organisateurs de cet ATP 250, le bilan qu'ils tirent de cette première édition à Bruxelles. Était-ce mieux? Était-ce moins bien qu'à Anvers? Eh bien, vous saurez tout. Merci d'avoir choisi d'écouter Je C'était Podcast. Merci d'être de plus en plus nombreux à le faire. Soyez les bienvenus. Silence, s'il vous plaît. Les joueurs sont prêts. Le calendrier est drôlement bien chargé après cette tournée asiatique, même si les femmes restent du côté de l'Asie avec 2 tournois WTA la semaine dernière, un en Chine et un au Japon. Par contre, pour les messieurs, c'était retour en Europe avec une série de tournois en indoor, des ATP 250 à Stockholm, à Almaty, au Kazakhstan, et puis bien entendu ce BNP European Open de Bruxelles. Et puis il y avait aussi cette exhibition très critiquée, alors que les joueurs pestent contre la surcharge du calendrier. Le Six King Slam a été remporté par Yannick Sinner face à Carlos Alcaraz. L'Italien remporte le pactole absolument ahurissant de 7,5 millions de dollars, soit presque 3 fois plus de ce qu'il remportera s'il gagne l'Open d'Australie en 2026. C'est aussi un tournoi qui s'est joué du côté de l'Arabie Saoudite, pays qui bafoue la majorité des droits humains et où la répression vis-à-vis des militantes des droits des femmes reste très forte. Certaines ont d'ailleurs été condamnées à plusieurs années de prison pour avoir fait valoir leurs droits. C'est bien de le rappeler. Bravo à tous messieurs qui avaient renfloué vos comptes en banque à coups de millions. On parle d'un taux horaire de 25 000 € la minute pour Sacha Zverev qui s'est fait battre en moins d'1 heure par Fritz. Et mention toute particulière quand même au grand Lorenzo Musetti qui a préféré venir jouer l'ATP 250 de Bruxelles plutôt que de remplacer le dernier joueur blessé au Six King Slam. Alors là, je n'ai qu'un seul mot, respect. Et avant de mettre le cap justement sur ce tournoi de Bruxelles, voyons un peu ce qu'il s'est passé dans les 3 autres ATP 250 qui se déroulaient la semaine dernière. Et on va d'abord prendre la direction du Kazakhstan à Almaty où un petit événement s'est produit puisque le Russe Danil Medvedev a soulevé le trophée, son premier titre depuis 2 ans et demi. Il a renoué avec le succès en venant à bout de Corentin Moutet au bout d'une finale haletante, remportée 7-5, 4-6, 6-3. La dernière victoire du Russe de 29 ans, 14e mondial, remontait à mai 2023 et son succès au Masters 1000 de Rome. Il s'agit du 21e titre de sa carrière et l'anecdote amusante, c'est qu'il a à chaque fois gagné dans une ville différente. À l'occasion de la cérémonie de remise des trophées à Almaty dimanche, Danil Medvedev avait revêtu le costume traditionnel kazakh. Vous avez certainement vu passer ça sur les réseaux sociaux. Il a dédié cette victoire à sa 2e fille, Victoria, qui était en tribune avec sa grande sœur et leur maman. Voilà qui devrait mettre un peu de baume au cœur du Russe qui vivait une saison relativement compliquée jusque-là. Il s'était notamment incliné plus tôt dans l'année en finale de l'ATP 500 de Halle face à Bublik. Et pour le finaliste malheureux, Corentin Moutet, toujours pas de premier titre ATP sur le circuit. À 26 ans, le Français en est à son 3e échec en finale après Doha en 2020 et Majorque cette année. À Stockholm, en Suède, Casper Ruud s'est adjugé le Nordic Open. Ben oui, c'est plutôt logique, hein. Le Norvégien, 12e mondial, s'est imposé en finale face à Hugo Humbert. Victoire assez nette, 6-2, 6-3, en un peu plus d'1 heure de jeu face au Français, 25e mondial.
Pour décrocher le 14e titre de sa carrière, Casper Ruud n'a jamais vraiment été mis en difficulté. Il n'a concédé que 3 points sur sa mise en jeu et il a d'ailleurs avoué lors de la cérémonie de clôture qu'il avait joué son meilleur match de l'année face à Hugo Humbert. Alors le Norvégien de 26 ans reste bel et bien dans la course pour décrocher une place à Turin au Masters de fin d'année, tout comme Lorenzo Musetti et Auger Aliassime. Il est actuellement 11e, Casper Ruud. Quant à Hugo Humbert, eh bien, il n'est pas parvenu à s'adjuger un 2e titre en 2025, après celui décroché à Marseille en début d'année. Hugo Humbert et Corentin Moutet, les 2 finalistes de ces 2 tournois ATP, doivent normalement faire partie de la sélection des Bleus à Bologne au mois de novembre pour affronter la Belgique. Et ce tournoi de Stockholm a malheureusement été le théâtre d'une bien triste scène. La blessure d'Holger Rune, le Danois de 22 ans, a été obligé d'abandonner en demi-finale face à Hugo Humbert. Il menait 6-4 et c'était 2-2 dans le 2e set quand son tendon d'Achille a rompu. Il avait vraiment l'air de beaucoup souffrir. Il a quitté le court en larmes. Holger Rune, il souffre d'une déchirure du tendon d'Achille et sera opéré la semaine prochaine. Et il a écrit un petit mot à ses fans sur ses réseaux sociaux. C'est dur, j'ai ressenti tellement de joie sur le court à Stockholm. C'est insupportable de penser que je ne vais pas ressentir cette énergie pendant un certain temps. Ouais, et en plus, il va en avoir pour un sacré bout de temps, Holger Rune, puisqu'on parle d'une convalescence de 9 à 12 mois. Il est actuellement classé 11e joueur mondial. Et on en vient à cet ATP 250 de Bruxelles qui, pour son 10e anniversaire, a quitté Anvers pour s'installer dans la capitale. Une réelle satisfaction pour les organisateurs. Vous l'entendrez tout de suite dans l'interview qu'ils ont donnée après le tournoi. Mais d'abord, on va parler du succès de Félix Auger Aliassime qui s'est imposé dimanche pour la 2e fois dans cette European Open après son premier sacre en 2022. C'était face à Sébastien Corda. En finale, le Québécois de 25 ans est venu à bout de Jiří Lehečka en 3-7, 7-6, 6-7, 6-2, alors qu'il s'était procuré 2 balles de match au tie-break du 2e. C'est la 2e fois que le Tchèque s'incline en finale de l'European Open. L'année passée, c'était face à Roberto Bautista Agut. Pour Auger Aliassime, il s'agit du 8e titre sur le circuit ATP, le 3e cette année après Montpellier et Adélaïde. Le premier titre aussi en tant qu'homme marié, puisqu'il s'est marié juste après l'US Open. Sa femme était d'ailleurs présente en tribune à Bruxelles. En conférence de presse d'après-match, Félix était très heureux du niveau de jeu qu'il avait réussi à développer tout au long de la semaine pour battre Damir Dzumhur, Elliot Spitziri, Raphaël Collignon et Jiří Lehečka. Je lui ai demandé de quel match il avait été le plus satisfait. Ils sont tous des tie-breaks, des matchs accrochés, donc déjà c'est bien parce que ça veut dire ok, j'ai pu garder mon sang-froid dans des moments un peu compliqués, dans une surface qui va assez vite. Où il y a eu beaucoup de services gagnants, donc c'était difficile pour tout le monde de gagner des jeux de retour. Donc très content comment j'ai géré les tie-breaks cette semaine. Je pense que peut-être le 2e match que j'ai joué mon plus haut niveau. Contre Spitziri. Oui, j'aurais pu gagner sur le tie-break au 2e set peut-être, mais là j'ai joué très très haut niveau. Mais quand même, en général satisfait. Chaque match était différent. De jouer Raphaël Collignon par exemple à la maison, avec le public pour lui, c'est une autre ambiance, c'est un défi qui est différent. Donc satisfait d'avoir pu gérer toutes les situations qui sont proposées à moi. Et c'est vrai que cette demi-finale face à Raphaël Collignon, remportée 7-6, 6-4, le Canadien, plus expérimenté, l'a mieux géré, même s'il aurait pu perdre pied dans le tie-break du premier set, dans lequel Raphaël a mené 3-0 avant de manquer une énorme occasion de faire 4-0. La différence la plus marquante s'est faite ressentir au service, principalement, domaine où le Canadien s'est montré impérial toute la semaine. Et cette défaite, somme toute logique en demi-finale, n'enlève en rien le parcours exceptionnel réalisé par Raphaël Collignon à Bruxelles, ni les émotions qu'il a offertes au public belge. Après avoir éliminé Zizou Bergs au premier tour, on va y revenir tout de suite, il a sorti Francisco Comesaña, 68e mondial, au terme d'un 8e de finale complètement épique qui s'est terminé à 12-10 dans le tie-break du 3e set et durant lequel Raphaël a sauvé une balle de match. Le Belge a finalement bouclé la rencontre à sa 5e balle de match.
Il fallait clairement avoir le cœur bien accroché en tribune. En quart de finale, Collignon s'est payé le scalp de Davidovich Fokina, 7-6, 6-1. Sa 3e victoire sur un joueur du top 20 après Casper Ruud à l'US Open et Alex de Minaur en Coupe Davis. Et même s'il était déçu que la belle histoire se termine face à Auger Aliassime aux portes de la finale, Raphaël Collignon était évidemment très satisfait de sa semaine à Bruxelles. C'est super encourageant, j'ai battu des super bons joueurs, on a encore une marge de progression énorme. Donc ça me donne beaucoup de marge pour améliorer mon jeu et même aujourd'hui c'était un match super serré. C'est sûr, je pense que le plus fort a gagné, le plus méritant a gagné, c'est celui qui a été un peu plus vers l'avant qui a gagné. Mais après moi j'ai pas l'habitude de jouer non plus des coup sur coup des mecs comme ça tous les jours. Et peut-être qu'aujourd'hui il y avait un petit peu de fatigue, un peu un manque de lucidité, puisque voilà, avec l'adrénaline, j'ai tout le temps joué tard, j'ai pas non plus eu des nuits hyper reposantes. Donc peut-être que ça a joué aujourd'hui, après il a été meilleur. Et ouais, c'est super encourageant cette semaine. Épaté, oui et non, parce que je savais que j'étais capable de super bien jouer au tennis, je le faisais à peu près tous les jours à l'entraînement. Je pense que si on pose la même question à Steve, lui n'est pas surpris non plus, puisqu'il sait de quoi je suis capable. Mais c'est sûr que d'avoir pu faire ça dans un match, dans les matchs, contre des super bons joueurs, même dans les semaines précédentes, je me suis un peu étonné, puisque je me pensais pas capable de battre des joueurs comme ceux-ci, que ce soit de Minaur, Ruud, même Zizou à la maison, ou Davidovich, comme Esana, que des bons joueurs. Donc ouais, un peu des deux, mais ouais, je suis content de maintenant arriver à amener un super bon tennis dans les matchs et de savoir gérer un peu mieux les événements qui se présentent devant moi, et ça me rend très fier la semaine que j'ai eue ici, même si je suis quand même un peu déçu que ça se finisse. À ses côtés depuis 5 ans en tant que coach, Steve Darcy l'était aussi tout au long de la semaine à Bruxelles. Je l'ai rencontré après la victoire de Raphaël Collignon en quart de finale face à Davidovich Fokina. Et même s'il était satisfait et fier du résultat, notre capitaine de Coupe Davis est toujours aussi assez critique avec son protégé. On écoute Steve Darcy. Il est bien, il joue bien, il est en confiance, il enchaîne les matchs, donc c'est que du positif. Même si voilà, moi j'aimerais bien qu'il soit un tout petit peu plus agressif par moment, qu'il vienne un peu plus chercher les balles. C'est ce que je lui ai dit au milieu du premier, parce que je le trouvais un peu, voilà, il courait beaucoup quoi. Et moi je voudrais qu'il fasse un peu plus le jeu, mais ça passe aujourd'hui, ça passe depuis quelques temps et c'est cool. Moi, je ne le sens pas tout à fait libéré du fond. En tout cas, il sert excessivement bien. On voit qu'il est en confiance. Donc ça, c'est sûr que ça joue. Mais je pense qu'il peut encore faire beaucoup mieux en termes de comme tu dis, d'être libéré. Je pense que moi, je le vois à l'entraînement, je le vois frapper ses coups. Et en match, parfois, on sent que c'est encore un peu crispé. Mais voilà, on peut pas tout avoir d'un coup, c'est quand même déjà pas mal. Se montrer plus offensif, faire davantage le jeu. J'ai demandé à Raphaël Collignon ce qu'il pensait de l'avis de son entraîneur. Ouais, Steve, il est super exigeant, c'est pour ça que j'adore travailler avec lui, même si parfois c'est dur, parce que tu as l'impression que il est jamais vraiment hyper content. Après, c'est ça aussi qui me fait progresser depuis 5 ans, c'est qu'il est super exigeant et il essaye de toujours rajouter plein de petites choses dans mon jeu pour que je continue à progresser. C'est sûr que si je veux encore continuer à passer des paliers, ça passe par exploiter un peu plus les balles courtes, parce que je manquerai beaucoup, parce que j'ai des coups très lourds, je serre très bien. Et parfois, quand je peux un peu monter, mettre la pression, je reste un petit peu derrière, parce que j'ai toujours joué comme ça et c'est ma zone de confort. Mais c'est sûr que si je veux continuer à progresser et à passer des caps et peut-être me rapprocher des mecs comme, on ne sait pas, dans le futur, comme des mecs comme Félix, si on voit, dès qu'il a une balle courte, il est au filet et il met la pression tout le temps. Et c'est ça la finalité, je pense, de mon jeu, où je dois l'amener, c'est essayer de vraiment avoir les intentions tout le temps, de mettre la pression, parce que je suis grand, j'ai un gros gabarit et je serre bien. Et donc c'est sûr qu'il a raison et il faut continuer à ce que je progresse sur ça, même s'il y a déjà beaucoup de mieux, mais c'est pas encore assez et c'est bien. Ça prouve que ma marge de progression elle est encore énorme. Il y a encore plein de choses que je peux améliorer et c'est super rassurant, parce que là je fais déjà quasi de 70 en ayant plein de choses à améliorer, donc c'est chouette. Et s'il a ravi les fans de l'European Open de Bruxelles, Raphaël Collignon a malheureusement dû mettre fin au parcours de Zizou Bergs, lui aussi très attendu à l'ING Arena. Mais le tirage au sort a voulu que les deux hommes se rencontrent au premier tour. Et c'est le Liégeois qui est sorti vainqueur du duel belgo-belge 6-4, 7-6. Zizou Bergs revenait tout juste de Shanghai, où il avait joué en quart de finale face à Novak Djokovic. Donc il n'était pas remis à 100% du décalage horaire, des conditions de jeu extrêmement différentes qu'à Bruxelles.
Mais le numéro 1 belge s'est toutefois montré très fair-play dans la défaite. On écoute Zizou Bergs. Dommage que j'ai perdu, évidemment. Mais à la fin, quand je regarde le match et quand je regarde moi-même, je peux dire il faut être content avec ce qu'il a fait aujourd'hui. C'était pas facile, mais j'ai vraiment me poussé vers le max. Et à la fin, c'est juste Raph qui était mieux aujourd'hui. Donc, je suis pas forcément déçu. Peut-être encore des journées qui vont suivre où je me dis merde, pourquoi j'ai perdu. Mais en tout cas, maintenant, je suis à l'aise. Aujourd'hui, c'était juste Raph qui était mieux, donc je suis content. Tu joues souvent contre Raph à l'entraînement, mais aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, impressionné dans sa manière de gérer le match? Qu'est-ce qui t'a le plus embêté? Je peux dire que Raph, il joue encore mieux dans l'entraînement. Okay. J'ai eu beaucoup d'entraînements avec Raph et Alex où on joue tellement incroyable. Et donc, tu sais jamais ce qui est arrivé au match. Donc, je dis soit il va jouer le même niveau, soit il va être un peu plus tendu. Et de début des matchs, il était certainement un peu plus tendu, donc j'avais un peu plus de temps pour jouer. Mais à un moment donné, il a vraiment trouvé le rythme. Et là, tu vois un peu le même niveau qu'en entraînement, mais c'est juste entraînement. On peut jouer comme ça pendant des sets. Et aujourd'hui, il y a plutôt des moments. Ce Belgian Day, est-ce qu'il a répondu à tes attentes? Est-ce que tu étais content de l'atmosphère qui régnait? Oui, certainement. C'est super chouette. Évidemment que le tournoi réexiste chaque année. C'est super important pour les jeunes aussi. Et aussi d'avoir l'ambiance. C'est juste, à la fin, dommage que il faut jouer en Belge. Donc, tu veux avoir à 100% le soutien du public parce que même aujourd'hui, tout le monde voit très bien que ça m'aide beaucoup. Mais en tout cas, je suis très heureux et content qu'il était là et de nous supporter. Et aussi, énorme fair play dans la stade et ça, c'est super chouette aussi. À noter qu'un autre Belge s'est fait remarquer lors de ce tournoi de Bruxelles, Gilles Arnaud Bailly, 20 ans, 247e au classement mondial. Il s'est qualifié pour le tableau final de ce tournoi ATP 250 en sortant au deuxième tour des qualifs Valentin Royer, 70e mondial, avant d'éliminer au premier tour du grand tableau Daniel Altmaier, 51e, pour s'offrir sa toute première victoire dans un tournoi ATP. Après quelques mois difficiles, Gilles Arnaud Bailly était très ému sur le court et en conférence de presse après ce premier tour. Ouais, beaucoup d'émotions parce que le tennis, c'est comme chez tout le monde, ça va bien et parfois ça va moins bien. Et il faut juste continuer à travailler et c'était juste, je pense, de tous les choses difficiles, toutes les périodes, bien mais aussi moins bien, et c'était juste que ça venait tout ensemble et c'était un peu trop émotion, c'était un peu incroyable. Gilles Arnaud, après ce fabuleux tournoi, qu'est-ce que tu te fixes maintenant comme objectif? Vers quoi tu vas aller comme tournoi? Tu vas un petit peu upgrader, j'imagine, ta programmation? Oui, je vais quand même jouer beaucoup de Challenger maintenant et voir comment ça va. Si ça va bien, je vais continuer et j'espère de monter le plus vite possible. L'année prochaine, où est-ce que tu rêverais de te voir à cette période-ci, en 2026? Pour moi, comme ranking, je veux juste maintenant essayer de déjà faire les 4 grands chelems l'année prochaine et de voir comment ça se passe là. Et je suis allé à junior, mais je ne suis pas encore allé comme pro, donc ça va être une super expérience. Donc ça, c'est mon objectif, de jouer les tournois le plus haut possible. Et le beau parcours de Gilles Arnaud Bailly dans cette European Open de Bruxelles s'est finalement terminé au deuxième tour. Il a été battu par Jiří Lehečka. Et pour clôturer ce chapitre sur l'European Open, j'ajouterai que ce lundi, Raphaël Collignon pointe à la 73e place mondiale, soit le meilleur classement de sa carrière. Il jouera contre Valentin Royer à l'ATP 500 de Bâle en Suisse. Valentin Royer, lucky loser après le retrait d'Arthur Rinderknecht. À noter que Zizou Bergs ne prendra pas part à ce tournoi de Bâle. Il préfère se reposer cette semaine. Et David Goffin, lui, figure bien dans le tableau final à Bâle. Il s'est incliné au deuxième tour des qualifs face à Marin Cilic, mais il a été repêché comme lucky loser et il jouera au premier tour contre Marin Cilic. Incroyable, il lui était déjà arrivé la même chose à Pékin il y a quelques semaines où il avait joué coup sur coup
Arthur Rinderknecht. D'abord, il avait gagné en qualif, puis il avait perdu au premier tour. Espérons ici que ce soit la logique inverse et qu'il parvienne à battre le Croate. David Goffin, qui n'a malheureusement pas réussi à reproduire à Bruxelles le superbe tennis qui lui avait permis de battre Alexandre Müller et Ben Shelton à Shanghai. Il était particulièrement abattu d'ailleurs au moment de se présenter en conférence de presse après sa désillusion au premier tour de cet European Open face à Francisco Comesana, 7-6, 6-4. Ouais, c'est une frustration. Là, j'aurais pu très bien dire oh, ben voilà, c'est dommage, j'avais un peu mal au dos, et puis voilà, et on passe à autre chose, et puis je retourne au vestiaire. Mais voilà, peut-être que c'est un peu trop à chaud, que je me lâche un peu. Mais c'est vrai que c'est ultra frustrant ce genre de match. Des matchs que je peux plus quoi. Où je fais rien, je m'amuse pas, je joue pas au tennis, je fais pas de match en fait. Je suis là en train de me battre avec des coups, je fais un peu n'importe quoi. Et c'est dur parce que même mes coachs, ils ont difficile à réagir à ça parce qu'ils préparent de la meilleure des manières et puis c'est pas facile à gérer dans le match. Ils essayent de m'aider, mais ils font ce qu'ils peuvent. Mais c'est à moi de trouver les ressources, à essayer de me relâcher, mais c'est compliqué. Et même comme ça, je perds 7-6, 6-4 et en ayant des occasions, en ayant pu m'en sortir. Mais je fais pas de match et je joue qu'un dixième de ce que je peux faire et c'est dommage. Mais c'est pour ça que la frustration est là, parce que c'est pas gai, je prends qu'un plaisir à faire ce genre de match. Et ça arrive trop souvent dans la saison, je sais pas pourquoi. Voilà, peut-être que à mon âge, j'ai beaucoup trop plus de doutes qu'avant, de craintes d'avant, de par mon expérience. Et dans ces cas-là, mon expérience ne m'aide pas, au pire, elle m'enfonce. Et c'est dur, on se prend coup de massue sur la tête et on essaye de se relever parce que c'est tellement frustrant et ce genre de match que on se dit bon allez, on essaye de retourner à l'entraînement et probablement qu'à l'entraînement demain ça ira très bien. Et on se dit mais qu'est-ce que je fous, enfin, c'est juste ce que je me dis là, c'est qu'est-ce que je fais quoi, je me demande ce que je fais en match quoi, pour faire des prestations comme ça. Il y a deux grands champions, Nadal et Federer, qui répètent souvent qu'ils ont souvent joué quand ils n'étaient pas au top et loin de leur niveau, et que c'est ça aussi qui fait la force des champions, qu'il faut pouvoir essayer de trouver même quand on ne joue pas super bien. Est-ce que de temps en temps tu parviens à trouver, de chercher des ressources qui pourraient te permettre de monter sur le terrain dans cet état d'esprit-là? Oui, ça passe aussi par là, c'est sûr, mais en tout cas, mes bas sont beaucoup trop bas. Mes bas ne me permettent pas même de gagner tout juste quelques matchs sur le circuit et quelques matchs ou même un premier tour en Grand Chelem comme à l'US, etc. Ça me permet un petit peu de m'accrocher, mais mentalement, c'est épuisant. C'est épuisant de jouer comme ça et à un moment, il faut essayer de trouver un peu de relâchement, un peu de tennis, un peu de plaisir, parce que sinon, l'endurance mentale, elle s'épuise très vite quand on se bat avec difficilement. Je crois que oui, même Federer et Nadal, quand ils jouaient mal, leur bas restait quand même haut et ils pouvaient se raccrocher à certaines choses. J'ai difficile à me raccrocher à certaines choses parce que mes bas sont trop bas. Comme c'était dur de voir David comme ça en conférence de presse, cœur sensible, s'abstenir de le voir se battre avec ses démons sur ce tournoi qui ne lui a jamais vraiment réussi, quand on regarde déjà quand il était à Anvers. Et pourtant, la présence de David Goffin a permis au tournoi d'être encore une fois un vrai succès pour les organisateurs, puisque les connaisseurs de tennis et les fans ont toujours très envie de voir jouer David, qui reste à ce jour le meilleur joueur belge de l'histoire. Et justement, le directeur du tournoi, Dick Norman, et le CEO de Tenium, la société organisatrice de l'événement, ont partagé leur grande satisfaction au moment de tirer le bilan de cette 10e édition de l'European Open. D'abord, changer le tournoi de ville, on constate que c'était quand même un grand succès, quoi. Pour plusieurs différentes parties, en fait, les joueurs étaient très contents. On a eu plus de spectateurs aussi. Ils étaient très enthousiastes, on a vu dans la salle. Et on est très contents du déménagement. Moi, pour dire un peu le bilan en général, je crois que c'est un de 52 tournois de ATP World Tour dans le monde. Un événement vraiment international. Nous avons tenu joueurs de 22 pays avec
transmission dans plus de 125 pays. Alors vraiment très content avec l'exposition internationale et très content de pouvoir avoir un événement autant international ici en Belgique. En même temps, 10 Belges qui ont joué ici, c'est vraiment important pour nous aussi, non? C'est la combinaison, je crois, la combinaison d'un événement international avec des tops internationaux qui viennent à Belgique avec de plus en plus meilleurs joueurs belges. Ça, on a vu, c'est une combinaison vraiment de succès et très content avec les gens qui sont venus, plus ou moins 36 000 personnes qui sont venues, c'est plus de 20% non plus qu'en Anvers, et très content avec ça parce que vraiment, quand tu changes de ville, on ne sait jamais. Pour moi, c'est très facile, c'est l'intérêt public. Si tu as des fans, tout marche. Parce que là, s'il y a beaucoup de gens qui viennent, c'est pas seulement la billetterie, mais après, c'est l'intérêt de la presse, c'est la télévision, c'est les sponsors, tout le monde est content. Pour moi, la plus grande satisfaction, c'est de voir la salle pleine, une salle plus grande qu'un Anvers, et aussi la sensation qui a encore beaucoup plus de potentiel pour le futur, non? Je crois qu'un 250 pour Belgique, c'est correct. Après, c'est pas facile non plus d'encontrer des 500 parce que où on achète un 500, c'est pas possible d'aller à l'ATP et leur demander on peut faire un upgrade à 500. Ça marche pas comme ça. Alors moi, je crois que le 205, c'est déjà un tournoi grand pour Belgique. C'est correct. Et pour nous, il y a beaucoup à faire avec le 250. Ça n'importe pas autant si c'est un 250 ou 500. C'est plutôt quels joueurs peuvent venir, quel budget nous avons, qu'est-ce qu'on peut faire pour les fans. Et je peux vous dire, l'hospitalité ici, en Hambourg, en Barcelone, au Buenos Aires, c'est pareil. C'est l'équipe Athenium qui fait ça. Et l'expérience est vraiment pareille. Ça ne va rien changer si c'est un 250 ou 500. Et dans ce podcast ce lundi, il me reste à vous parler des femmes. 2 tournois WTA étaient au programme la semaine dernière, le Ningbo Open en Chine et le Japan Open à Osaka. Eh bien, Elena Rybakina a triomphé en Chine dans un WTA 500. La Kazakhstanaise de 26 ans, 9e mondiale, a dominé en finale la Russe Ekaterina Alexandrova. Une rencontre jouée en 3-7, 3-6, 6-0, 6-3. 10e titre en carrière pour Elena Rybakina et 2e cette saison après celui de Strasbourg. Alexandrova, elle, voit son compteur bloqué à 5 titres sur le circuit WTA. À 30 ans, elle a enregistré une 7e défaite en finale, la 3e déjà cette saison après Séoul et Monterrey. Et puis au pays du soleil levant, c'est Leylah Fernandez qui a inscrit son nom au palmarès du tournoi WTA 250 d'Osaka. La Canadienne de 23 ans est venue à bout de la Tchèque Teresa Valentova, 6-0, 5-7, 6-3. Son adversaire du jour, Valentova, jeune Tchèque de 18 ans, était la surprise de la semaine au Japon puisqu'elle est 78e mondiale et issue des qualifications. Elle y a été le bourreau des joueuses belges la semaine dernière puisqu'elle a d'abord éliminé Grete Minen pour accéder au tableau final et puis elle a sorti Elise Mertens, 21e mondiale, au 2e tour. Valentova a ensuite enchaîné les performances contre Olga Danilovic et Jacqueline Christian de top 50 pour s'offrir sa première finale WTA. Elle grimpe de 21 places au classement WTA cette semaine. Valentova, elle est 57e, soit à quelques places du top 50 dans lequel évolue une liste interminable de joueuses tchèques: Linda Noskova, Karolina Mukova, Marketa Vondrousova, Barbora Krejcikova, Marie Bouskova et Katrina Siniakova. C'est juste inimaginable le vivier de joueuses qui performent dans le top 50 mondial, venues tout droit de Tchéquie, qui est quand même pas un très grand pays. Et il y a 2 semaines, je m'étais rendue au Luxembourg, Ladies Masters, un tournoi sur invitation où s'affrontent des joueuses retraitées qui affichent encore un bon niveau. Et là, j'ai rencontré Barbora Strykova, qui est depuis le mois de juin la nouvelle capitaine de Billie Jean King Cup de cette redoutable équipe tchèque. Je lui ai demandé qu'est-ce qui faisait le secret du succès du tennis en Tchéquie. On écoute sa réponse.
C'est une très bonne question qu'on me pose très souvent et je n'ai pas vraiment la réponse. Oui, c'est vrai, Linda Noskova, par exemple, elle a joué un tennis exceptionnel en Asie. C'est sûr que nous avons beaucoup de joueurs étonnants et d'autres qui arrivent encore, des jeunes qui jouent très bien. Pourquoi ? Je ne sais pas. Peut-être qu'on se motive les uns les autres, peut-être aussi que nous avons des bons coachs, des bonnes structures d'entraînement, je suppose. Donc c'est peut-être ça. Mais surtout, je pense, je ne sais pas pourquoi exactement, mais je pense que c'est la motivation de vouloir jouer mieux que les autres. Et en parlant de Billie Jean King Cup, eh bien Wim Fissette a annoncé cette semaine la sélection de l'équipe belge qui se rendra à Munich les 15 et 16 novembre pour disputer les playoffs face à l'Allemagne et à la Turquie dans le but de retrouver le groupe mondial. Grete Minen emmènera l'équipe belge. Anne van de Winkel, qui vient de s'offrir dimanche son premier titre sur le circuit WTA dans un 125 au Mexique. Il y aura aussi Sofia Kostoulas, Jelin Van Drome, récente vainqueur de l'US Open Junior, et Magali Kempen, désormais 65e joueuse mondiale en double. Toujours pas d'Elise Mertens en vue, bien malheureusement, alors qu'elle pourrait facilement nous rapporter 2 points par rencontre. J'avais demandé à Wim Fissette une petite réaction par rapport à cette sélection ce lundi, mais il n'a malheureusement pas répondu. Mais quand je l'avais rencontré à Roland-Garros au mois de mai, je lui avais déjà posé la question de savoir s'il essayerait de faire revenir Elise Mertens pour disputer les playoffs, la victoire étant indispensable si on veut remonter dans le groupe mondial. Est-ce qu'on peut espérer voir Elise changer d'avis et revenir éventuellement dans l'équipe pour les barrages du mois de novembre? Est-ce que tu essayes encore de la convaincre? Oui, j'essaye tout le temps, je demande chaque fois et j'ai parlé avec elle. Je crois qu'il a une bonne chance et peut-être, j'espère qu'on peut organiser la prochaine Billie Jean King Cup en Belgique, oui. Et ce sera super d'avoir aussi Elise avec nous. Si c'est en Belgique, il y a plus de chances pour qu'elle soit là peut-être? Je ne sais pas, mais j'espère que ce sera une motivation en plus. Et les playoffs de la Billie Jean King Cup n'auront pas lieu en Belgique, mais à Munich, pas très loin de la maison. Mais Elise Mertens n'y jouera pas après son élimination surprise à Osaka face à la jeune joueuse tchèque de 18 ans dont je vous parlais tout à l'heure, Teresa Valentova. La Belge a déclaré forfait pour le WTA 500 de Tokyo. Elle a annoncé vouloir soigner ses petits soucis physiques et se reposer mentalement pour arriver en forme au Masters de Riyad en Arabie Saoudite du 1er au 8 novembre. Masters de double auquel elle prend part aux côtés de sa partenaire russe, Veronika Kudermetova. Il s'agira pour Elise Mertens de sa 7e participation consécutive au Masters de fin d'année qui réunit les 8 meilleures paires du circuit. Et toujours côté belge, mais côté coach cette fois, sachez que Christophe Vliegen est le nouveau coach d'Alex Mikkelsen. Ce jeune joueur est une étoile montante du tennis américain. Il est classé 34e mondial à 21 ans. Il a été 30e l'an passé. Il compte à ce jour 5 titres sur le circuit Challenger et a déjà disputé 3 finales sur le circuit ATP. Alex Mikkelsen s'était fait remarquer à l'Open d'Australie en début d'année où il avait atteint les 8e de finale en battant notamment Tsitsipas et Karen Khachanov. Il a aussi été demi-finaliste du Masters de la Next Gen en 2024. Christophe Vliegen était à l'essai la semaine dernière à ses côtés au tournoi d'Almaty et pour leur premier voyage côte à côte, eh bien, Mikkelsen a été jusqu'en demi-finale sorti par le Français Corentin Moutet. On souhaite beaucoup de succès à Christophe dans ce nouveau projet. Et puis notre coach préféré à nous, Philippe Dehaze, sera bientôt de retour derrière le micro pour un nouveau numéro de Je sais tes podcasts, mais depuis qu'il est à Paris, nos agendas ont un petit peu plus de mal à se croiser. Sachez aussi que je vais prochainement vous poster un numéro hors série en compagnie de Johan Van Erck, ancien capitaine de l'équipe belge de Coupe Davis que j'ai pu rencontrer à l'European Open. J'ai aussi eu l'occasion d'interviewer Sébastien Grosjean et Yannick Mertens, qui a été le sparring partner de tous les joueurs sur le tournoi. Il raconte cette aventure et il débriefe ses sessions d'entraînement avec Mpetshi Perricard, Musetti, Auger Aliassime, David Goffin. Bref, c'est pépite, mais celui-là, ce sera un numéro uniquement pour les abonnés premium de Je sais tes podcasts, tout comme le numéro que j'ai pu enregistrer avec Sébastien Grosjean, qui était lui aussi à Bruxelles la semaine dernière. Il est l'un des joueurs français au palmarès le plus riche et j'en ai profité évidemment aussi
pour lui parler de la Coupe Davis. Et si vous voulez entendre ces numéros et rejoindre la communauté premium de Jeux 7 et Podcast pour soutenir mon travail et me permettre surtout de continuer en 2026, eh bien, vous pouvez vous abonner via Supportingcast. Vous trouverez le lien dans ma bio Insta ou vous tapez dans Google Supportingcast de Jeux 7 et Podcast et vous ferez de moi la plus comblée des créatrices de contenu. Voilà, merci beaucoup d'avoir été au rendez-vous. J'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a donné toutes les infos que vous cherchiez. On se donne rendez-vous très vite pour plein d'autres numéros et évidemment sur mes réseaux sociaux. À très bientôt. Ciao.